Lisa Gray est une adolescente de 16 ans qui se prépare pour sa dernière année de lycée. Pour l'été, elle va décrocher un petit travail dans un restaurant et une nuit, alors qu'elle rentrait de ce travail, elle va s'arrêter en plein milieu de la route parce que son pneu était dégonflé. Après ça, personne ne la reverra jamais en vie. Pour tout savoir sur la triste et très mystérieuse histoire de Lisa Gray, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une histoire qui est résolue, mais qui malgré tout est très intéressante à entendre et je pense que l'histoire mérite d'être partagée. L'histoire date des années 2000, mais elle a refait surface il n'y a pas si longtemps que ça. Vous verrez bien pourquoi. Et donc voilà, c'est pour ça que j'avais très envie d'en parler aujourd'hui. En tout cas, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas que je sors une vidéo par jour pendant tout le mois d'avril, mais que malheureusement, ça touche à sa fin. Et donc voilà, maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans la vidéo. Lisa Marie Gray est née le 11 juillet 1983 et a grandi aux États-Unis dans la ville de Fulton, dans l'état du Mississippi. Elle y a grandi avec ses parents John Gray et Vanda Faris. Début de l'été de l'année 2000, Lisa était alors âgée de 16 ans, c'était les grandes vacances et elle allait bientôt commencer sa dernière année au lycée agricole d'Itawamba. Elle avait alors extrêmement hâte pour cette toute nouvelle année qui allait commencer. Au lycée, Lisa faisait partie de la chorale de l'école et participait à pas mal d'événements et activités scolaires. En soi, elle était très impliquée dans son école, mais aussi Lisa était une jeune fille très chrétienne. Elle était d'ailleurs assez engagée dans le groupe de jeunes de son église, l'église baptiste Bethel, et chaque semaine, elle se rendait d'ailleurs aux réunions et y retrouvait tous ses amis et d'autres membres de l'église dont elle était aussi assez proche. Mis à part l'église et l'école, Lisa était une fille exemplaire aux yeux de ses parents. Elle était d'ailleurs très proche de sa mère, Vanda, qui était toujours là pour elle quand elle en avait besoin. Lisa avait aussi de grands projets pour son avenir et elle se préparait tout doucement à ses études à l'université. Elle voulait devenir plus tard enseignante dans une école primaire. Lisa avait aussi une meilleure amie qui s'appelle Lisa Darcott. Alors elle s'appelle pareil, ça s'écrit pas de la même façon, mais bon, en soi elle s'appelle aussi Lisa et toutes les deux passaient tout leur temps ensemble. D'ailleurs, quand les deux filles étaient ensemble, elles passaient la majorité de leur temps à danser en écoutant les albums des Spice Girls. Bon, plongeons-nous maintenant dans la journée du 22 juin 2000. L'année scolaire s'était terminée il y a peu de temps et donc les vacances d'été commençaient. Pour gagner un peu d'argent, Lisa s'était trouvé un petit travail et était serveuse dans un bar-restaurant, le bar de son oncle qui s'appelle le Commerce. Vers 22h45 ce jour-là, Lisa avait terminé ses heures de travail et elle a repris sa voiture pour rentrer chez elle et il faut savoir que c'était vraiment un très court trajet à faire. Lisa avait 16 ans, elle venait donc d'avoir son permis et c'est vrai qu'elle profitait enfin des joies d'avoir une voiture. Mais voilà, alors qu'elle roulait, elle va se rendre compte que sa voiture était un peu bizarre, elle la sentait différente. Elle se disait qu'elle avait potentiellement un problème au pneu et donc elle a décidé de s'arrêter sur le côté de la route pour vérifier si tout allait bien. Malheureusement, il faisait noir, la route n'était pas éclairée et Lisa avait du mal à voir où était le problème. Du côté de ses parents, vers 23h30 à peine, ils vont commencer à se poser des questions car leur fille n'était toujours pas rentrée à la maison. Ses parents vont alors décider d'appeler le restaurant où elle travaillait pour voir si quelqu'un savait où elle était. Un des cuisiniers va alors répondre aux parents et il va leur expliquer qu'en arrivant vers le restaurant, il avait croisé sur la route une voiture à l'arrêt avec les clignotants allumés. En fait, le cuisinier commençait son travail à 23h, donc au moment où Lisa s'en allait, et c'est donc pour ça qu'il avait potentiellement croisé sa voiture. La famille de Lisa a alors été assez rassurée et ils se sont dit que potentiellement Lisa avait eu un problème sur la route et que donc elle était en panne. Donc ils ont pris la voiture pour essayer d'aller voir où elle était. Ils vont alors refaire la route vers le restaurant en essayant de localiser la voiture à l'arrêt. Et là, ils vont bel et bien tomber sur la voiture de leur fille qui était, comme le cuisinier l'avait dit, à l'arrêt avec les clignotants allumés. Ils se sont alors arrêtés, ils ont été voir ce qu'il se passait,
Mais là, la situation apparut bien plus inquiétante. Donc, les clignotants étaient toujours allumés, les portières de la voiture étaient déverrouillées, mais par contre, Lisa, elle, n'était nulle part. Ses parents verront tout de même son sac à main et son téléphone portable qui étaient posés à l'intérieur de la voiture. Donc, si elle était partie sans prendre aucune affaire. Évidemment, en ne voyant pas leur fille, en voyant cette scène assez étrange, eh bien, les parents de Lisa vont immédiatement paniquer. La mère de Lisa appellera alors la police et la recherche pour retrouver Lisa commencera alors. Les enquêteurs vont prendre cette disparition très au sérieux et d'ailleurs très rapidement, ils vont se rendre au bar-restaurant où Lisa travaillait afin d'y interroger ses collègues mais aussi les clients. Au départ, personne n'avait l'air d'en savoir plus, tout le monde paraissait vraiment perturbé par la situation. Mais à un moment, les enquêteurs vont voir une personne se démarquer des autres, un certain Thomas Edwin. En fait, les enquêteurs vont tout d'abord se rendre compte que la nuit de la disparition de Lisa, Thomas s'était rendu 2 fois au bar-restaurant. Ça paraissait un peu étrange et quand les enquêteurs poseront plus de questions aux collègues de Lisa sur la raison de ces 2 venues, eh bien ils expliqueront aux enquêteurs que la première fois, Thomas était venu dans le bar pour manger, mais rien d'anormal, mais que quelques heures plus tard, il était revenu et avait fait des avances à Lisa. Lisa, de son côté, l'avait alors gentiment repoussé. En soi, ça ne prouvait rien. Quelqu'un qui revient dans un bar parce qu'il se dit que la serveuse est un peu mignonne, qui veut essayer de la draguer, bon, ça veut pas dire que cette personne-là est un kidnappeur, un tueur ou je ne sais quoi. Mais ce qui va être assez étrange ici, c'est que quand les enquêteurs vont se renseigner sur Thomas, ils vont se rendre compte qu'il avait 35 ans. Et un homme de 35 ans qui drague une jeune fille de 16 ans, là c'est un peu plus bizarre. En fait, Thomas était un ancien marine issu d'une famille très respectée dans la région et en 2000, il avait d'ailleurs une femme ainsi qu'un enfant de seulement 2 ans. Donc en apprenant sa situation ainsi que son comportement un peu déplacé avec Lisa le jour de sa disparition, les enquêteurs vont décider de se rendre en pleine nuit chez la grand-mère de Thomas qui leur a permis de fouiller la maison. Alors, pourquoi est-ce qu'ils se sont rendus chez la grand-mère de Thomas et pas chez Thomas directement? En fait, Thomas avait sa chambre d'ado chez sa grand-mère et c'était une chambre où il allait encore de temps en temps. Et donc, les enquêteurs se sont dit, si Thomas a quelque chose à cacher, s'il a des preuves matérielles à vouloir dissimuler, sans doute qu'il les aurait cachées chez sa grand-mère dans sa vieille chambre d'ado et pas là où il y a sa femme et son enfant. De plus, en fouillant la maison de la grand-mère de Thomas, il y avait plus de chances qu'elle accepte d'ouvrir ses portes aux enquêteurs sans qu'ils aient besoin d'un mandat. Donc comme prévu, ils vont arriver chez la grand-mère de Thomas et très gentiment, elle va leur dire qu'il n'y a pas de souci, que les enquêteurs peuvent fouiller sa maison. La fouille va alors commencer et là, à l'intérieur de la chambre d'ado de Thomas, les enquêteurs vont retrouver un short avec dessus des traces de sang. Il sera alors perquisitionné afin que le sang puisse être analysé et suite à ça, les enquêteurs vont aussi décider de fouiller la voiture de la grand-mère de Thomas. Et encore une fois, ils feront une étrange découverte car une corde avait été cachée dans la voiture. Comme je vous l'ai dit, avant ça, les enquêteurs n'avaient pas vraiment eu le droit d'obtenir un mandat de perquisition. C'était donc la grand-mère de Thomas qui avait gentiment accepté que les enquêteurs fouillent chez elle et dans sa voiture. Mais là, avec les preuves trouvées, les enquêteurs pouvaient alors avoir un mandat de perquisition pour fouiller le domicile de Thomas et sa famille. Mais avant ça, les enquêteurs vont se dire que le plus probable au final, c'était que Thomas ait caché d'autres preuves dans sa camionnette verte. Et donc, avant toute chose, ils vont décider de fouiller cette camionnette. Le lendemain matin, une fois le mandat obtenu, les enquêteurs se sont donc rendus au domicile de Thomas pour lui demander de leur laisser sa camionnette. Mais là, ils vont se rendre compte que Thomas était tout simplement introuvable. Là, une recherche dans toute la région va être mise en place pour essayer de le retrouver. C'est au bout de 24 heures après la disparition de Lisa que Thomas sera enfin localisé sur le bord d'une route. Il avait en fait été retrouvé inanimé, il semblait avoir voulu mettre fin à ses jours en se coupant les poignets et avait même gravé sur sa poitrine « Je suis désolé ». Juste après la découverte, les secours vont évidemment arriver sur les lieux et ils seront soulagés parce que Thomas respirait toujours. Il sera alors transporté d'urgence à l'hôpital
l'hôpital d'État du Mississippi pour y être soigné. Les enquêteurs vont alors se rendre sur les lieux et repéreront très rapidement la camionnette verte de Thomas qui avait été garée à proximité de là où il avait essayé de mettre fin à ses jours. Ils s'y dirigeront alors et là, ils vont faire la triste découverte du corps nu de Lisa sur la banquette arrière. Un médecin arrivera sur place et la déclarera alors morte et son corps sera ensuite emmené afin de subir une autopsie. Le médecin notera alors qu'elle était décédée des suites d'une suffocation due à un étranglement. Mais attendez, parce que clairement je ne vous ai pas encore raconté le pire dans cette histoire. En fouillant la camionnette, les enquêteurs vont retrouver une caméra qui appartenait vraisemblablement à Thomas. Ils en visionneront alors les images et là, ils vont simplement se retrouver face à un long film de 4 heures qui était tout simplement horrible. Dans la vidéo, on ne voyait pas Thomas parce qu'il filmait, mais on entendait clairement sa voix. Il filmait alors Lisa qui semblait se trouver dans sa chambre chez sa grand-mère. On entendait alors Thomas en train de se moquer d'elle et l'insultant par rapport à sa virginité. Et puis, pendant des heures, Thomas filmera ses agressions sexuelles à répétition et filmera même le moment où il a étranglé Lisa. Après ça, évidemment, les enquêteurs avaient la preuve ultime que Thomas était bel et bien coupable, et même si à aucun moment on ne voyait son visage sur la vidéo, eh bien sa voix était bel et bien audible. De plus, son ADN a été retrouvé un peu partout dans sa camionnette, dans la chambre de sa grand-mère et sur le corps de Lisa. Pour revenir du côté de Thomas, il a rapidement été mieux après avoir été hospitalisé. Il va alors être interrogé par les enquêteurs et Thomas niera absolument tout, il dira ne pas avoir tué Lisa. En sortant de l'hôpital, Thomas sera alors placé en garde à vue pour qu'on puisse l'interroger encore et encore, et pendant sa période de garde à vue, eh bien sa femme viendra lui rendre visite. Alors je ne sais pas ce que sa femme lui a dit exactement, mais en tout cas, après ça, Thomas va décider de reconnaître officiellement les agressions sexuelles qu'il avait infligées à Lisa. Mais bon, même s'il reconnaîtra les agressions sexuelles, il niera toujours avoir tué Lisa. Mais les enquêteurs vont continuer à investiguer pour essayer de trouver de plus en plus de preuves à l'encontre de Thomas. Ils vont alors faire la découverte dans un petit bois qui se situait juste derrière la maison de la grand-mère de Thomas. Une tombe qui avait été fraîchement creusée. Alors encore une fois, cela faisait une preuve en plus à l'encontre de Thomas. Les enquêteurs vont ensuite déterminer que le motif du crime semblerait être l'attirance que Thomas avait ressentie pour Lisa et ensuite son sentiment de rejet qu'il aurait ressenti lorsque Lisa lui aurait dit ne pas être intéressée. En fait, selon les enquêteurs, le meurtre est prémédité dans le sens où après avoir été rejeté, Thomas aurait pu préméditer une vengeance et donc un meurtre. Le scénario possible est qu'il aurait décidé de lui crever les pneus ce soir-là en espérant pouvoir s'en prendre à elle au moment où elle s'en rendrait compte sur la route. Lorsque Thomas va entendre ce scénario imaginé par les enquêteurs, il va réagir et il va dire que ce scénario est faux et il va vouloir donner sa propre version des faits. Déjà, il niera totalement avoir crevé les pneus de Lisa. Par contre, il dira l'avoir croisée sur la route et aurait remarqué qu'elle était en détresse, alors il se serait gentiment arrêté pour l'aider avec ses pneus. En même temps, les deux auraient commencé à discuter et selon Thomas, Lisa se serait mis à dénigrer la marine. Ça l'aurait alors mis dans une colère noire et c'est comme ça qu'il l'aurait, sans aucune préméditation, simplement sur le coup de l'impulsion, kidnappé, emmené jusqu'à sa chambre d'ado chez sa grand-mère et agressé sexuellement. Plus objectivement, il l'aurait poussé de force dans sa camionnette, l'aurait emmené chez sa grand-mère, l'aurait filmé, humilié, torturé, agressé sexuellement pendant 4 heures, puis aurait fini par la tuer en l'étranglant. En fait, je pense qu'ici, Thomas a simplement essayé de mettre certaines personnes de son côté en disant que s'il s'en était pris à Lisa, c'était parce qu'elle avait critiqué la marine. Aux États-Unis, on le sait, l'armée est presque sacrée pour pas mal de personnes, donc je pense qu'il espérait que des vétérans ou même des militaires soient de son côté. Mais bon, personnellement, je pense ici que le seul motif de l'agression et du meurtre était en fait le fait que Lisa l'ait rejeté. En tout cas, personne ne lui a trouvé de circonstances atténuantes et heureusement, et donc très rapidement, Thomas sera accusé de meurtre et d'agression sexuelle. Par contre, malgré tout, Thomas, de son côté, continuera à plaider non coupable. Un procès devait alors avoir lieu, mais il faut savoir que ça a été extrêmement difficile à mettre en place parce que l'affaire avait été extrêmement médiatisée dans la région et surtout la famille de Thomas ainsi que la famille de Lisa
Lisa étaient des personnes très appréciées de la communauté et très connues, et donc si le procès avait lieu dans la région, eh bien il y avait fort possibilité qu'il ne soit pas réellement impartial. Donc au final, la décision a été prise, le procès devait être déplacé dans une autre région. Mais voilà, 3 semaines avant le procès, Thomas a décidé de plaider coupable à tous les chefs d'accusation. Il a déclaré qu'il ne voulait pas subir de procès et que pour l'éviter, il reconnaissait alors sa culpabilité. Il dira d'ailleurs qu'il savait très bien qu'en faisant ça, eh bien, il se risquait à la peine de mort. En 2001, une audience pour la détermination de la peine va alors avoir lieu et vraiment le jury va être assez perplexe car la défense ne cherchera en fait pas du tout à se défendre. Ils accepteront tout et ne nieront absolument rien. L'accusation a d'ailleurs présenté plusieurs preuves aggravantes, notamment l'enregistrement vidéo des tortures sexuelles. Mais encore une fois, la défense ne dira rien et n'essayera même pas de minimiser les choses. En fait, lorsque la parole sera donnée à l'avocat de la défense, il dira publiquement qu'il ne pouvait pas leur montrer grand-chose parce que Thomas lui avait interdit de présenter des preuves qui pourraient atténuer sa sentence. Par contre, son avocat prendra quand même la liberté de dire au jury que Thomas, pendant son enfance, avait été victime lui-même d'abus sexuels. Il dira aussi que malgré tout, il avait toujours été un excellent étudiant et un marine honorable qui avait servi lors d'opérations importantes et dangereuses. L'avocat rappellera aussi qu'avant ça, Thomas n'avait jamais eu aucun casier judiciaire. Des psychiatres témoigneront aussi que Thomas souffrait de troubles mentaux et émotionnels extrêmes au moment du crime et qu'il était possible qu'il ne se soit à peine rendu compte de ce qu'il faisait au moment où il le faisait. Mais bon, un autre psychiatre, cette fois employé par l'accusation, rendra un verdict assez opposé et dira que tout au contraire, Thomas avait totalement été conscient et avait même apprécié son crime. Au final, Thomas a été déclaré coupable et condamné à la peine de mort. Après ce verdict, Thomas s'est levé et a déclaré qu'il avait énormément de remords et que la décision était juste, notamment pour la famille de la victime. Thomas a finalement été en prison pendant 21 longues années à attendre sa condamnation dans le couloir de la mort. Il a alors été exécuté assez récemment, le 14 décembre 2022, à l'âge de 58 ans par injection létale. Juste avant qu'il décède, on lui demandera ses dernières paroles et Thomas dira « Au cours des 20 dernières années, j'ai essayé de faire une bonne action chaque jour pour compenser la vie que j'ai prise dans ce monde. Je sais que maintenant, ce ne sont que des mots et ils ne peuvent pas effacer les dommages que j'ai causés. Si aujourd'hui ne vous apporte rien d'autre, j'espère que vous trouverez la paix. » Après ça, il conclura par dire « Je t'aime » en japonais. Voilà, c'est comme ça que s'est conclue cette triste affaire. Je pense que j'ai rien à ajouter d'autre. Je pense que beaucoup de choses ont été dites dans cette vidéo et je pense que les derniers mots de Thomas ont été assez signifiants. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ces derniers mots, mais aussi de toute cette histoire. Voilà, je lirai vos commentaires avec attention. Et voilà, n'hésitez pas en tout cas à mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!